René Bickel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'Opla Info. Merci à vous également. Nous sommes un média alternatif local qui a pour objectif de défendre la liberté de parole et le droit à l'expression pour tout un chacun. Nous allons à la rencontre d'acteurs locaux et de personnalités qui peuvent être de passage en Alsace et qui méritent d'être découverts et entendus. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez en quelques mots ou plus vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours ? Oui, effectivement. Enfin, mon parcours, il est très long parce qu'il date du début des années 70 ou même plus avant. Mon premier déclic, c'était en février 1966. Ça fait 57 ans, si mes calculs sont bons, où j'étais à l'école des mécaniciens de Saint-Mandrier, où il y a un contingent de jeunes recrues qui ont été vaccinés. Il y a eu une épidémie de méningite chez les vaccinés avec 2 morts. Alors là, moi, ça m'a frappé, ça m'a vraiment interpellé, parce que moi, comme tout le monde, je croyais que les vaccinations, c'est bon c'est là pour notre santé. Et puis, 2 ans après, j'étais moi-même malade en Afrique suite à rappel fièvre jaune. Et là, je me suis mis à faire des recherches par rapport aux vaccinations, entre autres. Et puis donc c'est vrai que c'est une recherche très longue parce que c'est très vaste comme domaine. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je ne trouvais pas de la documentation comme aujourd'hui. Si grâce à la Ligue pour la liberté des vaccinations, je suis tombé sur un premier livre qui s'appelait « Les vaccinations n'ont pas fait régresser les épidémies ». Donc c'était vraiment un livre bien documenté avec des courbes officielles, avec des graphiques officiels. Et donc j'ai bien pu comprendre que tout ce qu'on nous a appris est faux. Et donc j'ai aussi fait des recherches dans d'autres domaines. J'avais aussi des problèmes de santé donc que j'ai pu résoudre moi-même en changeant de mode de vie, de mode d'alimentation. Et ça m'a vraiment conforté dans tout ce que je fais. Et puis moi, depuis plus d'un demi-siècle, moi je n'ai plus pris de traitement médical. Alors justement, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond sur cette planète, qu'il y a quand même quelque chose qui nous parasite quelque part. Il y a des gens qui se prennent pour les maîtres du monde, je ne sais pas comment on peut les appeler, voilà, qui nous pourrissent la vie sur cette planète depuis des générations. Et donc voilà, j'ai beaucoup recherché là-dedans et puis et mes recherches continuent encore parce que ça m'a passionné. Je me suis aussi passionné par l'histoire et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une longue recherche. Très bien. À travers vos dessins, vous portez un regard critique sur notre société. Quels sont vos sujets de prédilection et diriez-vous qu'il y a eu une évolution depuis vos débuts ? Effectivement, mon sujet de prédilection, c'est la santé, puisque surtout je parle de mon expérience, surtout que j'ai pu avoir, qui me permettent. J'ai pas de formation scientifique, mais c'est ce qu'on me reprochait. J'avais un commentaire sur mon site internet qui me disait « mais je parie que René Bickel n'a pas ouvert un seul livre de biologie ». Alors j'ai répondu « mais pour être en bonne santé, je n'ai pas besoin de livres de biologie. Pour moi, c'est des choses pratiques, des choses que j'ai expérimentées. Et il y a aussi du bon sens dans tout ce qu'on observe. Quand je vois que nous sommes dans un système qui n'est pas là qui s'appelle le ministère de la Santé, devrait plutôt s'appeler ministère de la Maladie. Ils font tout l'inverse. D'ailleurs, dans un monde un peu tout est inversé. Et donc, j'ai fait un livre aussi sur les vaccinations, puisque j'avais beaucoup de recherches dans ce domaine. Un livre d'ailleurs qui est traduit en 5 langues actuellement. Donc, il y a quand même beaucoup de succès, qui a été quand même préfacé par un médecin connu aux États-Unis, un médecin qui a fait beaucoup de publications scientifiques par rapport au vaccin. Et c'est surtout là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a beaucoup de publications scientifiques par rapport au système de santé, au vaccin, mais tout ça s'est mis aux oubliettes. On ne s'est jamais publié sur les grands médias. Donc il y a quand même quelque chose qui nous pousse, je pourrais dire vers l'enfer, enfin c'est peut-être pas le mot, mais vers le mal-être en tout cas. Parce que quand je vois les enfants, toutes les confiseries ou les bonbons pour enfants, tout ce qu'on met dedans, des substances qui s'attaquent quand même à leur cerveau, leur système nerveux. Donc il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est même voulu. Et puis même dans les vaccins, quand on sait que l'aluminium agresse le cerveau et le système nerveux de nos enfants, on le sait. Et rien n'est fait. Ça fait des années qu'il y a des publications scientifiques qui dénoncent cela, mais rien n'est fait. Donc il y a quand même des entités qui poussent à un certain mal-être. Vous vous définissez comme un écologiste dans l'âme. Est-ce que votre engagement, voire vos positions, ont évolué depuis les années 70-80, par exemple sur le nucléaire, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment ? C'est vrai que j'étais au départ très anti-nucléaire. D'ailleurs, en
En 1971, j'ai même réussi à faire paraître un article dans un média local par rapport à ma contestation sur le nucléaire, qui en théorie pourrait être une très bonne chose, mais dans la réalité, bon, quand on voit par la suite les problèmes qu'il y a eu, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Je suis assez mitigé, mais c'est vrai que c'est une bonne source d'énergie là quelque part. De l'autre côté, s'il y a un incident, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc je suis plutôt anti-nucléaire. Hein. Voilà, et moi je suis persuadé qu'il y a d'autres sources d'énergie qu'on nous cache, hein, comme ce qu'on nous cache pour la santé et les vaccins. Et puis je me suis beaucoup intéressé, par exemple, aux travaux de Tesla et beaucoup d'autres chercheurs, dont beaucoup d'ailleurs sont morts après avoir voulu divulguer leur invention. Mais pour rebondir là-dessus et rester dans le thème de l'écologie, qu'est-ce que vous pensez des politiques dites écologiques actuelles? Je pense par exemple à la logique du tout électrique ou même à l'éolien très mis en avant. Alors, en ce qui concerne les écolos qui sont actuellement au gouvernement, moi, il me faut rigoler, parce que j'appelle ça les écologistes de salon, qui ne connaissent rien, qui font tout et n'importe quoi, qui font même plus d'écologie. Hein. Alors le tout électrique, c'est complètement insensé, hein, de nos jours. Bon, moi j'ai du photovoltaïque, je produis une grande partie de mon courant moi-même. Effectivement, si chacun individuellement pourrait faire ça, ce serait super. Hein, ça fait longtemps. Si on prendrait des bonnes mesures, ça fait longtemps qu'on pourrait se passer du nucléaire et même du charbon. Hein, donc moi j'ai une maison, enfin on peut en parler après, qui est très économe en énergie. Et donc moi, voilà, pour revenir aux écolos qu'on voit actuellement, j'ose même plus me dire écolo. Hein, parce que moi je suis, disons, je dirais un écolo de terrain. Hein, je pratique le jardinage bio, l'arboriculture biologique. Voilà, j'ai un respect profond pour la nature, pour les animaux, ainsi de suite. Et donc... bien que je ne suis pas végétarien, voilà, comme mettre les choses au point. Et donc, voilà, donc, pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est un mode de vie avant tout. Très bien. Revenons un petit peu justement sur la nature, puisque vous êtes un adepte de pratiques plutôt naturelles, à travers notamment l'alimentation et le jeûne, ou le fait d'avoir une hygiène de vie exemplaire. Il est clair qu'un esprit sain dans un corps sain peut prévenir bon nombre de maladies. Quel regard portez-vous, pour revenir un petit peu dessus, sur le système de santé et la médecine actuelle en France? Donc la médecine, de toute façon, est contrôlée par Big Pharma. Hein, tout marche à l'envers. Moi, j'ai eu une expérience malheureuse déjà quand j'étais gamin, on m'a coupé les amygdales, alors que j'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à faire mes cours de conseil hygiéniste diététicien, qu'il y avait déjà eu des publications scientifiques à l'époque qui disaient que les amygdales font partie intégrante du système immunitaire, et si elles sont hypertrophiées, c'est qu'elles sont en surcharge de travail, et c'est un non-sens de les couper. Or, pendant les années 50-60, on coupait les amygdales à tour de bras, donc on ne tenait pas compte non plus de la science, de la vraie science, et ainsi de suite. Et actuellement, la médecine, quelque part, elle peut être utile, hein, dans des situations d'urgence, elle peut sauver des vies. Là, voilà, donc, mais le gros problème, c'est que la médecine allopathique rend plus malade qu'elle ne guérit. Hein, et ça, moi j'observe beaucoup, ça fait plus d'un demi-siècle, et je me rends compte, même dans l'entourage, beaucoup de gens sont, je pense, tués par les médicaments. Et puis, ce qu'il y a le médecin, quand il va faire le constat de décès, il ne va pas dire que c'est le traitement médical qui a tué la personne. Hein. Oui, souvent ça prend des années, c'est à petit feu, voilà, à petit, c'est très compliqué de faire le rapprochement entre traitement éventuel. Et donc effectivement, ce système qui n'est pas au service de la santé, d'ailleurs actuellement on combat de plus en plus cette mouvance de naturopathes pour essayer de nous discréditer, parce qu'on voit maintenant que les gens qui sont déçus par la médecine officielle, ils se tournent de plus en plus vers des méthodes naturelles de santé. Et ça fait du tort à Big Pharma. Et donc on essaye de combattre cela. Et seulement une chose qu'ils ne peuvent pas... par exemple, moi j'ai 75 ans, je peux être la santé, je peux être la forme, j'ai une énergie du tonnerre, j'ai une endurance au travail que beaucoup de jeunes n'ont pas. Donc je peux être un exemple pour dire ce que j'applique est vrai et a des résultats. Restons encore un petit peu au niveau de tout ce qui est nature et écologie, puisque vous abordiez, on effleurait plutôt le sujet du photovoltaïque chez vous. C'est vrai que dans votre demeure, vous cherchez l'autonomie aussi bien énergétique qu'alimentaire. Vous pourriez parler un petit peu plus en détail des choix dans ces domaines Donc j'ai surtout commencé par la recherche d'autonomie
alimentaire, hein, en jardinant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un terrain, on a un grand verger, et puis donc on peut produire beaucoup nous-mêmes. À un moment donné, on avait aussi pas mal de volailles, mais bon, j'ai arrêté parce que on avait eu trop de problèmes avec les renards, et puis, et puis quand on était souvent absent, voilà, donc il y a toujours des problèmes. Mais bon, c'est vrai que des fois, j'aimerais avoir quand même un petit peu de volaille parce que ça permet de terminer la boucle, parce qu'on n'est pas 100% en autonomie. Bon, quand j'ai construit, bien sûr, je cherchais aussi l'autonomie énergétique. Donc on a la véranda qui nous rapporte beaucoup de chaleur en hiver, quand il y a du soleil, bien sûr. On a des capteurs à eau chaude pour l'eau chaude sanitaire et plancher chauffant. Bien sûr, en plein hiver, ça ne suffit plus. Hein, et là, on compense avec du bois. Que la majorité du bois, je le fais moi-même. Donc, il y a une certaine autonomie, mais pas à 100%. Ensuite, il y en a du photovoltaïque aussi, donc qui ramène beaucoup d'énergie électrique aussi. Donc, on n'est pas 100% autonome. La seule chose où on est vraiment autonome, c'est en santé. Donc là, j'ai besoin de personne, et puis pourvu que ça dure. Et puis je pense que ça va durer sans problème. On vous souhaite. Merci. Je témoigne en tout cas que la véranda chauffe, c'est assez impressionnant. Les températures proches de zéro, et il fait très bon, on est en t-shirt. Oui. Vous avez un site internet, donc www.bickel.fr, qui permet de diffuser vos idées. Pensez-vous que ce mode de communication puisse être une alternative au discours de la doxa véhiculé par les masses médias? Et si oui, est-ce que vous auriez des exemples? Oui, c'est une alternative, effectivement. Il y a quand même beaucoup de personnes maintenant qui sont plus branchées sur Internet et les réseaux sociaux par rapport aux médias, mais la grande masse encore est quand même encore esclave des grands médias. Il suffit que je discute avec des gens ordinaires, des monsieur tout le monde, comme je dirais, pour me rendre compte. Je pourrais tout de suite dire, vous regardez la télé, voilà. On devine tout de suite. Hein. Et c'est vrai que grâce aux médias alternatifs, on arrive quand même à se faire entendre aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience à travers ces médias alternatifs, à travers les réseaux sociaux, qu'on essaye de discréditer également, hein, et qu'on censure. Hein. Moi, j'ai fait l'objet de pas mal de censure par rapport à des choses que j'ai dites, surtout par rapport à l'histoire du Covid. Et donc, mais bon, c'est vrai que à quelque part, ceux qui mènent le monde, ça leur fait du tort, hein, ces réseaux sociaux, enfin les médias alternatifs. Hein. Et puis les médias alternatifs, par les journaux alternatifs, ont beaucoup de mal à survivre parce qu'on fait tout pour les casser, hein, parce qu'ils n'ont aucune subvention, comme la grande presse. Et ça, je ne comprends pas que les gens ils achètent encore leur journal qui est déjà subventionné et qui appartient à des milliardaires en plus. Donc, c'est-à-dire que dans la population, il n'y a pas assez de réflexion, pas assez de bon sens encore pour percevoir qu'on roule dans la farine. Très bien, merci. Question plus légère maintenant. Pouvez-vous nous parler de vos éventuels projets en cours? Est-ce que René Bickel a une bande dessinée en préparation? Oui, j'en ai plein, et j'en ai tellement, je sais pas. Le temps est un peu court parce que bon, je travaille beaucoup dehors, hein, j'ai un grand verger, actuellement je passe mes journées dehors pour tailler, puis voilà, toute l'année j'ai du travail dehors, mais je travaille aussi, enfin travail pour moi, dessiner c'est pas un travail, je m'amuse. Hein. Et donc j'avais commencé à faire sur cette supercherie du Covid, donc j'avais fait quand même déjà une quarantaine, 45 dessins sur cette histoire de Covid, et après quand j'ai vu tous ces gens qui couraient se faire vacciner, on nous a dit, peut-être c'est pas vrai, que je ne sais pas combien le pourcentage de vaccinés énorme. Et puis là, j'ai arrêté. Tous mes dessins, là, je vais me faire taper dessus avec tous les dessins que j'ai faits, pas avec tous ces gens qui se sont fait vacciner. Donc, à un moment donné, j'ai laissé tomber. Bon, maintenant, j'y retravaille en y rajoutant un peu l'actualité du moment, hein, parce qu'il y a encore toujours des choses à dire par rapport à tout ce qui se passe actuellement, et puis tout ce qu'on nous prépare encore. Enfin, j'espère qu'ils n'arriveront pas au bout de leur programme, parce que si on laisserait faire, c'est terrifiant ce qu'ils nous préparent. Mais je sens quand même qu'il y a un éveil qui est là, et puis justement, avec mes dessins, j'essaye de les diffuser au maximum, aussi sur les réseaux sociaux, parce que le dessin, pour moi, c'est une très bonne alternative, parce que ça frappe l'inconscient, ça touche plus facilement, et par l'humour, on arrive à mieux faire passer un message, même quand c'est un sujet grave. Donc voilà, moi je fais ce que je peux à mon niveau, justement pour arriver à faire ouvrir les yeux aux gens par rapport à tout ce qu'on nous prépare. Très bien. Et hormis l'écriture de bande dessinée, et du coup le verger, hein, qui vous prend beaucoup de temps, est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt? Comment est-ce que vous occupez votre temps libre?
Ben, mon temps libre, pour moi c'est un loisir quand je dessine, c'est un loisir quand je suis dans le verger, c'est un loisir, je suis tout le temps en loisir. Bon, quand je fais des recherches, je suis en train de faire des recherches par rapport à tout ce qui se passe sur cette planète, et c'est d'ailleurs énorme, hein, bon, j'en ai parlé. Et puis là, c'est vrai que quand il y avait le Covid aussi, on a créé, bon, j'aime bien aussi les randonnées en montagne, et quand il y avait le Covid, donc j'ai créé un groupe de rencontres. Je l'ai appelé, au lieu de l'appeler le groupe des complotistes, on l'a appelé le groupe Rando, Rencontre et Partage. Et donc c'est vraiment un groupe formidable qui s'est mis en place. Hein, on fait des sorties, on est entre 50 et 100 personnes. On a fait une fête à la salle des fêtes, là, tout près là. On était à 190 personnes à faire la fête, hein, puisqu'à un moment donné, pendant le Covid, hein, faire la fête, c'était quelque chose qui était interdit, je dirais même. Donc pour moi, là, j'ai même dit faire la fête, c'est un acte révolutionnaire et évolutionnaire. Et c'est vraiment tous les gens qui sont là-dedans dans ce groupe sont vraiment heureux de pouvoir se retrouver, pouvoir discuter entre gens éveillés sans avoir des réflexions désagréables. Voilà, donc, puis même j'ai créé un groupe sur Internet hein, qui s'appelle Rudy Bickel Rando Rencontre Partage. Je crois qu'on est à 400 personnes dans ce groupe. Et donc on n'est pas un groupe structuré, hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a rien d'officiel, mais bon, mais ça marche bien comme ça aussi. On peut organiser des fêtes sans que ce soit associatif, où il y a des comptes à rendre et ainsi de suite. Du haut de vos années d'expérience, quels conseils donneriez-vous à notre jeunesse? Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive des fois de discuter avec des jeunes. Alors moi je leur dis souvent, mais observez le monde, et je leur parle aussi un peu de ce que moi j'ai connu dans les années 60-70. On pensait qu'avec le progrès ça va aller de mieux en mieux. Et puis en fin de compte, actuellement, on va sur la pente descendante. Là, c'est vraiment, on va vers une décadence à tous les niveaux. Alors, ce que je leur dis surtout, essayez surtout de rester vous-même. Ça, c'est vraiment très important. Ne copiez pas les autres, ne copiez pas ce que vous disent les médias. Restez vraiment à l'écoute de vous-même. Bon, je parle un peu d'une démarche, je dirais spirituelle, mais pour moi, être spirituel, c'est pas être dans recherche, parce que dans le spirituel, je mettrais ça peut-être entre guillemets, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, pour moi, être spirituel, c'est être soi-même, c'est tout. Voilà, être ce qu'on est et vivre le présent et puis être relié. Alors je dirais relié à la source, mais je ne pourrais pas donner de nom. C'est des choses qu'on peut ressentir, hein, mais je ne peux pas parler d'un Dieu ou de, je ne sais pas. C'est quelque chose qui échappe complètement à notre mental. Mais être relié à cette source aussi à gage de bonne santé. Parce que quand on se sent relié, on est moins parce qu'on pourrait avoir plein de stress par rapport à tout ce qui se passe, d'émotions négatives. Or, quand on peut remettre nos problèmes à plus grand que soi, et puis moi, ce que je me suis rendu compte aussi, que nous sommes créateurs de notre futur. C'est ça aussi que j'essaye de faire comprendre. C'est-à-dire que nous sommes créateurs, nous sommes co-créateurs de notre futur, et ça, c'est des expériences que j'ai pu faire moi-même. C'est pas des écrits. C'est vrai, il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus, qui sont devenus millionnaires par leurs écrits, qui ne sont pas toujours exacts non plus. Pour moi, déjà, la base de tout, c'est d'être dans la gratitude. Hein, c'est dire remercier pour ce qu'on a, même remercier pour ce qu'on n'a pas encore. Et donc nous pouvons, c'est même collectivement, nous prenons conscience, nous élevons notre niveau de conscience, on peut changer le monde comme ça. Hein, parce que c'est ces entités qui mènent le monde, que je dirais même satanistes, si on veut. Enfin, bon, on peut les appeler comme ça, hein, mais bon. C'est des forces sans amour. Or, nous, on a une puissance énorme, c'est cet amour que nous avons en nous. Et on a tout fait pour qu'on nous empêcher de développer ça. Et même, il y en a des gens qui ont lu 4-5 fois la Bible, mais ils ne sont pas dans cette énergie. Parce que ce n'est pas dans la tête, hein, c'est dans le cœur que ça se passe. Et donc, voilà, c'est un peu, j'essaye de mener les jeunes vers cette réflexion de ce qu'est réellement la vie et qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Ça, c'est très important. Hein. D'ailleurs, parce que la Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres », mais les gens qui lisent la Bible, ils ne sont pas dans cette énergie d'amour, hein, je l'ai déjà dit. Et donc, ça va beaucoup plus loin, c'est un travail de recherche en soi-même. La plus grande bibliothèque, elle est en nous. Très belle réponse. René, nous nous dirigeons vers la fin de cet entretien. La tradition veut qu'on vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous vouliez aborder un thème en particulier. Et donc, avant le mot de la fin, ben justement, bon, j'en ai parlé, c'est cette recherche de
de qui on est vraiment et ce qu'on est venu faire sur cette terre. Là, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on a à faire. Voilà, et puis essayer de ne pas être ouvert à tout, même ne pas juger les autres parce qu'ils sont différents. Parce que je vois le système, il nous divise. Hein, parce que quand je vois les extrêmes gauches qui s'attaquent à l'extrême droite et l'inverse, donc on est divisé alors que ceux-là qui nous mènent, ils rigolent parce que en fait, le danger, c'est ceux-là qui sont tout au-dessus, c'est pas nous, c'est nous qui nous bagarrons entre nous. Et ça, c'est pas normal. On devrait être tous unis par rapport à ça. Quelles que soient nos convictions, nos appartenances religieuses, politiques, philosophiques, on devrait quand même rester unis. Moi, je peux être tolérant avec tout le monde, je peux être aussi ami avec un gauchiste qu'un quelqu'un d'extrême droite. C'est pas un problème pour moi. Dès que les gens ont du bon sens, et que les gens rayonnent quelque chose, pour moi, il n'y a pas de problème. Son appartenance n'a pas de problème. Hein. Mais n'est pas un problème pour moi. Donc, moi, je me définis justement comme un libre penseur, en dehors de toute philosophie, en dehors de tout mouvement politique, religieux ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'invite justement les gens à être libres penseurs et vraiment penser par soi-même. C'est important parce que pour la chose qui peut vraiment m'effrayer, c'est l'opinion publique, hein, l'opinion des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes, justement. Voilà, ce sera le mot de la fin. René, encore merci pour avoir bien voulu nous recevoir et pour votre temps. Au plat et à bientôt. Merci à vous.